Bonjour chers amis auditeurs et auditrices, c'est Hervé Choseville à l'antenne, toujours ravi de vous retrouver chaque semaine pour notre rendez-vous Panorama Info. Depuis plusieurs semaines, des bruits de bottes se font entendre aux confins de l'Ukraine et de la Russie. Selon les États-Unis et nombre de médias occidentaux, la Russie serait sur le point d'envahir l'Ukraine. Cette information est bien entendu démentie à Moscou. Il n'empêche, la situation demeure très tendue tant sur le terrain, sur la ligne de front entre forces ukrainiennes et forces séparatistes du Donbass, qu'au niveau international, en particulier entre Washington et Moscou. Pour comprendre ce qui est en train de se passer, il convient de remettre les choses en perspective, en particulier du point de vue historique. C'est ce que je vais essayer de faire maintenant, en vous recommandant de vous munir d'une carte de l'ex-Union soviétique pour mieux suivre mes explications. L'Ukraine est en effet le berceau de la nation russe. Ce pays est loin d'être un État-nation aux frontières historiquement intangibles et indiscutables et à la population homogène. Certes, l'Ukraine fut, il y a très longtemps, un puissant royaume, bien avant la France et la Russie. Au Xe et XIe siècle, il était même le plus puissant État d'Europe après l'Empire byzantin. Sous le règne de Yaroslav le Sage, le pays s'étendait de la mer Baltique à la mer Noire et de la Volga aux Carpates septentrionales. Anne de Kiev, la fille de Yaroslav le Sage, avait d'ailleurs épousé, en l'an 1051, le roi Henri Ier de France, et cette alliance était alors considérée par la cour de France comme prestigieuse. Mais cette grande époque est depuis longtemps révolue et l'Ukraine a disparu de l'échiquier européen durant de longs siècles, du fait de la montée en puissance d'autres royaumes et empires, Mongols, Pologne et Lituanie, Russie, empire austro-hongrois. L'Ukraine ne fit que de timides réapparitions au cours de l'histoire. Au XVIIe siècle, un État autonome cosaque dura près d'un siècle, avant de finir partagé entre la Confédération lituano-polonaise et la Russie. Son territoire fut d'ailleurs ensuite totalement intégré à la Russie sous le règne de Catherine la Grande, à la faveur du partage de la Pologne. Durant le XIXe siècle, la Russie tenta d'effacer tout particularisme ukrainien en interdisant la langue locale dans l'enseignement, dans la littérature et dans les journaux. L'Ukraine parvint très brièvement à s'affranchir de la domination russe à la faveur des révolutions de 1917 et de la Première Guerre mondiale. Mais son territoire devint un vaste champ de bataille pour les forces de l'Entente, l'armée rouge et celle des Russes blancs. La victoire des bolcheviks amena, le 30 décembre 1922, la création de l'Union des républiques socialistes soviétiques qui incluait l'Ukraine. Les premières années de la nouvelle URSS permirent un retour de la langue et de la culture ukrainienne, mais ce ne fut qu'un bref répit avant la répression stalinienne. La politique insensée du dictateur du Kremlin fut la cause de gigantesques famines entre 1931 et 1933, qui firent des millions de morts. Puis, il y eut les grandes purges de 1937-1939, durant lesquelles des millions d'Ukrainiens furent exécutés ou déportés. Lorsqu'en septembre 1939,
Staline envahit le tiers oriental de la Pologne, alors qu'Hitler s'était emparé du reste de ce pays. La plus grande partie du territoire conquis fut rattachée à l'Ukraine, le nord étant annexé à la Biélorussie. Les troupes allemandes qui envahirent l'Union soviétique à partir de juin 1941 reçurent initialement un bon accueil des populations ukrainiennes, surtout dans la partie ouest du pays. En 1943, les nazis créèrent la division SS Galicie, qui était composée de volontaires ukrainiens. On estime que jusqu'à 220 000 Ukrainiens combattirent aux côtés des Allemands. Il ne faut cependant pas oublier les millions d'autres qui, eux, luttèrent, bien sûr, dans les rangs de l'armée rouge ou de la résistance anti-nazie. L'Ukraine fut aussi, hélas, le cadre de la Shoah par balles, durant laquelle des centaines de milliers de Juifs furent pourchassés et massacrés au fur et à mesure que les troupes nazies avançaient vers l'Est. La Seconde Guerre mondiale fit 8 millions de morts en Ukraine, dont 1 400 000 militaires. L'Ukraine peut donc être considérée comme un pays martyr. Ces millions de morts des années 1941-1944 s'ajoutaient à ceux des grandes famines et des grandes purges des années 30. C'est donc un pays ravagé et ruiné qui fut libéré par l'armée rouge en 1944. Lorsque l'ancien premier secrétaire du Parti communiste ukrainien, Nikita Khrouchtchev, lui-même d'origine ukrainienne, devint le maître du Kremlin, il offrit la Crimée à l'Ukraine en 1954, alors que cette vaste presqu'île de la mer Noire n'avait jamais dans l'histoire été ukrainienne. Peut-on cependant affirmer qu'il s'agit d'un territoire historiquement russe? Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette région de 26 000 km² pour moins de 2 millions d'habitants a une identité fort composite. Russe, elle ne le fut que depuis la guerre russo-turque de 1768-1774. Personne ne nous rappelle que la Crimée appartint à l'ensemble hellénistique pendant 17 siècles. Que pèsent en comparaison les 2 siècles russes et les 300 années de domination ottomane? L'histoire de cette péninsule est fort complexe. La liste de ces conquérants et des peuples qui l'ont occupée est interminable. D'autant que bien souvent, plusieurs puissances ont dominé la Crimée durant la même période, certaines parties étant sous une tutelle différente que le reste du territoire. Les Scythes chassèrent les Cimériens au 7e siècle avant Jésus-Christ, puis les Grecs installèrent des colonies en Chersonèse et en Théodosie. Plus tard, un royaume gréco-scythique du Bosphore fit son apparition, précédant celui du Pont. Ensuite, les Goths, les Alains, puis les Huns, puis les Bulgares envahirent tour à tour la péninsule. Au 8e siècle de notre ère, la Crimée fit partie du royaume oublié des Khazars, ces turcophones convertis au judaïsme. Lors de l'âge d'or de l'Ukraine, la Crimée dépendit de Kiev au Xe et XIe siècle, avec cependant des intermèdes Petcheneg en 1016, Kiptchak en 1050 et Kouman en 1171. En 1204, les Vénitiens s'installèrent sur les côtes de Crimée. En 1235, la péninsule fut rattachée à l'empire grec de Trébizonde. En 1237, arrivèrent les Tatars et les Mongols. Durant ce même XIIIe siècle, de nombreux Arméniens s'installèrent dans la région. Puis les Génois succédèrent à leurs rivaux vénitiens. En 1362, l'Empire byzantin récupéra la Crimée. L'Empire ottoman prit le contrôle du sud de la péninsule en décembre 1475, tandis que le nord était rattaché à un khanat tatar, lui-même vassal des Ottomans. C'est à partir de cette époque que les chrétiens devinrent de plus en plus minoritaires en Crimée, dominés par les musulmans.
Cette situation perdura jusqu'à l'arrivée des Russes en 1774. C'est alors que la Crimée fut repeuplée par des colons venus de Russie et d'Ukraine. Certains de ces colons étaient d'ailleurs d'origine allemande, moldave, arménienne ou grecque nord-pontique. Ce fut au tour des Tatars de devenir de plus en plus minoritaires et persécutés. À partir de 1850, le littoral criméen devint un lieu de villégiature pour l'aristocratie russe. Les troupes françaises et britanniques firent une apparition lors de la guerre de Crimée en 1854-1856. On se souvient du siège de Sébastopol et du fameux « J'y suis, j'y reste » du général MacMahon, futur premier président de la Troisième République, bien que royaliste. Des forces franco-britanniques revinrent occuper les ports de Crimée en 1918 en soutien à l'armée des Russes blancs du général Wrangel, qui avait fait de la Crimée leur bastion. L'armée rouge parvint à récupérer la péninsule en 1920. Elle devint l'année suivante une république autonome au sein de la République socialiste fédérative soviétique de Russie. En 1941, l'armée allemande l'occupa et fit le siège de Sébastopol qui dura jusqu'au 4 juillet 1942. Ce grand port militaire ne fut repris par l'armée rouge victorieuse qu'en mai 1944. Staline décida alors de la déportation de tous les Tatars de Crimée, qu'il accusait de complicité avec les nazis. Ce sont près de 200 000 hommes, femmes et enfants qui furent embarqués de force dans des wagons et envoyés en Sibérie, où rien n'avait été prévu pour les y accueillir. 46% de ces malheureux moururent de faim et de maladie. En 1945, la Crimée perdit son statut de république autonome pour devenir un simple oblast russe, encore que j'ai des doutes certains en ce qui concerne la signification du mot autonomie dans un système communiste. Enfin, comme déjà expliqué, la région fut rattachée à l'Ukraine en 1954. Ce n'est qu'en 1967 que les Tatars furent réhabilités, mais ils ne reçurent qu'en 1991, c'est-à-dire à la fin de l'Union soviétique, l'autorisation de rentrer en Crimée. Aujourd'hui, les tatarophones sont au nombre de 600 000, mais la majorité d'entre eux vit hors de leur région d'origine, 450 000 en Russie et près de 100 000 en Roumanie. 4 millions de descendants de Tatars de Crimée vivent en outre en Turquie, mais ils sont tous devenus turcophones au fil des siècles, depuis leur exil forcé consécutif à la victoire russe de 1774. Je ne voudrais pas terminer ce rapide survol de la longue histoire de la Crimée sans faire mention des Karaïtes. Ce peuple, qui appartenait à la grande famille des peuples turcs, vécut en Crimée dans la région de Sufut, qui fut par la suite renommée Kirk. Il avait adopté le judaïsme comme religion. L'un des plus anciens et des plus vastes cimetières judaïques d'Europe se trouve là-bas, avec environ 7000 pierres tombales aux inscriptions hébraïques, dont beaucoup datent du XIVe siècle. On peut encore y voir les ruines de 2 synagogues karaïtes. Le judaïsme karaïte suivit une voie originale, se fondant sur la seule Bible hébraïque et rejetant tout le reste. Depuis la dislocation de l'Union soviétique, la Russie a maintenu sa base navale à Sébastopol, qui est toujours le port d'attache de la flotte russe de la mer Noire. La péninsule est cependant restée rattachée à l'Ukraine en qualité de République autonome de Crimée. C'est ce statu quo post-soviétique que Vladimir Poutine a remis en cause en organisant, pour ne pas dire en manigançant, l'annexion de la Crimée en 2014. Si l'action unilatérale russe est condamnable, les justifications historiques qui la motivent ne manquent pas. La Crimée n'a jamais été ukrainienne. Elle a été russe aussi longtemps que la Corse a été française.
remettre en question la russité de la Crimée ouvrirait la porte à un questionnement de la francité de la Corse, voire même de Nice ou de la Savoie. Le rattachement de la péninsule à l'Ukraine, décrété par Khrouchtchev en 1954, était une décision purement administrative, comme le fut la loi du 19 avril 1941 qui séparait la Loire inférieure de la Bretagne. De telles décisions ne touchaient pas aux frontières internationales reconnues des pays concernés, URSS ou France. Elles n'avaient donc pas d'impact réel sur les populations concernées. Personne ne pouvait imaginer, à l'époque où ces décisions furent prises, qu'un jour, ces frontières intérieures pourraient devenir des frontières internationales. C'est pourtant ce qui se produisit lorsque l'Union soviétique se désintégra en 1990-1991. Les républiques socialistes soviétiques qui la composaient et dont les frontières avaient été remaniées et parfois redessinées par les apparatchiks moscovites depuis l'avènement de l'URSS, se retrouvèrent indépendantes et reconnues par la communauté internationale. Comme dans les pays d'Afrique accédant à l'indépendance dans les années 60, il leur fallut reconnaître et accepter les frontières parfois irréalistes et ingérables héritées de l'URSS. Il suffit de jeter un coup d'œil à une carte d'Asie centrale et du Caucase pour comprendre l'absurdité de certaines de ces frontières qui ont créé des dizaines d'enclaves et d'exclaves rattachées à un État avec lequel elles n'avaient pas de continuité territoriale. Certains peuples n'acceptèrent pas la situation qui leur était ainsi imposée. Ils refusaient de faire partie d'un pays dont ils ne partageaient ni la langue, ni la culture, et parfois ni la religion. C'est ainsi que lors de l'éclatement de l'Union soviétique et dans les années qui suivirent, des conflits éclatèrent au sujet de ces frontières. J'ai souvent évoqué sur ces ondes le cas du Haut-Karabakh, l'Artsakh, dont le peuple majoritairement arménien, chrétien, refusait d'être intégré à un Azerbaïdjan musulman indépendant et qui proclama son indépendance et mena une guerre de plusieurs années pour la consolider. Ce problème n'est toujours pas réglé puisqu'en 2021, le pouvoir dictatorial et corrompu de l'Azerbaïdjan n'a pas hésité à mener une guerre totale avec l'appui de la Turquie pour essayer d'effacer l'Artsakh de la carte. Je pourrais également évoquer d'autres conflits des années post-soviétiques. Celui de la Tchétchénie est sans doute le plus emblématique et le plus connu en Occident. Le peuple musulman de cette petite entité prit les armes pour arracher son indépendance, car il refusait de faire partie de la Russie. Cette dernière dut mener 2 effroyables guerres pour faire revenir la Tchétchénie dans le rang, n'hésitant pas pour cela à adouber un seigneur de la guerre local devenu dictateur à la solde de Moscou. Mais il existe bien d'autres conflits larvés, parfois oubliés, mais qui parfois se transforment en conflits ouverts. L'Abkhazie et l'Ossétie du Sud ont ainsi fait sécession de la Géorgie, avec le soutien de la Russie. La Transnistrie, étroite bande de territoire d'un peu plus de 4000 km² sur la rive orientale du Dniestre, s'est détachée de la Moldavie pour former une république indépendante non reconnue par la communauté internationale, mais également soutenue par Moscou. Laquelle Moldavie est un morceau de la Roumanie historique. Et elle partage la même langue latine et la même culture que sa voisine roumaine, désormais l'un des États membres de l'Union européenne. La Moldavie, annexée de force par l'Union soviétique, aspirait sans doute à une réunification roumaine au lendemain de la disparition de l'URSS. C'est la crainte d'un tel développement, ainsi que les encouragements en sous-main de Moscou, qui a amené la Transnistrie à se détacher de la Moldavie en proclamant son indépendance. La population de ce territoire ne compte en effet qu'un tiers de Moldaves, roumanophones, les 2 autres tiers étant d'origine russe et ukrainienne. Aujourd'hui, la situation demeure bloquée. Cette situation a efficacement dissuadé la Moldavie d'intégrer la Roumanie et elle demeure probablement le pays le plus pauvre d'Europe,
aux portes de l'Union européenne qui lui sont fermées. Et la Transnistrie continue à exister sous la férule d'un régime à parti unique. Elle constitue même une sorte de musée de l'ancienne Union soviétique. Tous les nostalgiques de l'URSS devraient aller y passer des vacances. Ils y trouveraient presque intact l'ambiance et le décorum de l'ancien empire communiste. La Crimée et le Donbass ne sont donc que deux exemples parmi beaucoup d'autres de situations absurdes héritées du découpage territorial du défunt géant soviétique. Sans doute faudra-t-il se résoudre à remettre en cause le dogme d'intangibilité des frontières, là-bas comme en Afrique, afin de satisfaire l'exigence des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ce droit des peuples devrait toujours prévaloir sur l'intangibilité de frontières dessinées arbitrairement par des régimes autoritaires, que ce soit les pouvoirs coloniaux en Afrique ou le pouvoir bolchevique en URSS. Pour terminer, je souhaiterais aussi mettre en perspective certains chiffres qui pourront peut-être permettre de mieux comprendre la position russe. Les États-Unis ont 200 000 soldats stationnés à l'étranger, soit 10% de la totalité de leurs forces armées. Ces 200 000 soldats sont répartis dans 800 bases militaires situées dans 177 pays différents. Certains sont embarqués à bord de l'une des flottes états-uniennes qui sillonnent les mers et les océans du globe. Si l'on regarde une carte de la Russie, on s'aperçoit qu'une bonne partie de ces forces armées US est installée dans des pays frontaliers ou très proches de l'ex-URSS. Certains États issus de cette URSS et devenus indépendants lors de sa disparition ont même intégré l'OTAN, une alliance militaire occidentale dirigée par les États-Unis. C'est le cas des 3 pays baltes. Aujourd'hui, il est question que d'anciens pays neutres, proches géographiquement de la Russie, intègrent à leur tour l'OTAN. C'est le cas de la Finlande, frontalière de la Russie, et de la Suède. La Norvège, également frontalière de la Russie, en fait partie depuis longtemps. Les anciens pays satellites de l'Union soviétique en Europe en font déjà partie. Pologne, ex-Tchécoslovaquie, Hongrie, Roumanie et Bulgarie. Ne parlons même pas de l'Allemagne de l'Est, intégrée à l'Allemagne. 81 000 militaires états-uniens sont stationnés en Europe. Les bases militaires états-uniennes installées en Turquie durant la guerre froide n'ont jamais été démantelées et Moscou les voit comme une menace directe. La Turquie, rappelons-le, borde la mer Noire et elle est frontalière du Caucase ex-soviétique. Tout près de l'autre extrémité de la Russie, en Extrême-Orient, 85 000 autres militaires américains sont répartis dans des pays tout proches de la Sibérie russe, Corée du Sud et Japon. En ayant ces chiffres en tête, il est sans doute plus facile de comprendre le sentiment d'encerclement qui continue à prévaloir et même à se développer à Moscou. La Russie, quant à elle, entretient des bases militaires à l'étranger uniquement sur les territoires d'ex-républiques socialistes soviétiques, Arménie, Biélorussie, Tadjikistan et territoires sécessionnistes de Géorgie et de Moldavie, sans parler bien sûr de la Crimée, rattachée à la Russie depuis 2014. La seule base militaire russe située en dehors de l'ex-URSS se trouve en Syrie, où 7000 militaires sont stationnés sur les bords de la mer Méditerranée orientale. Oui, je sais, il y a des soldats affiliés à une société privée russe en République centrafricaine et maintenant au Mali. Mais la Russie n'a pas installé de base militaire dans ces deux pays. Dans la crise russo-ukrainienne, comme dans toutes les autres crises internationales d'ailleurs, il convient de prendre du recul et d'analyser froidement les faits tels qu'ils sont et non comme certains voudraient nous les présenter. Je vous remercie, chers amis auditeurs et auditrices, et je vous dis à la semaine prochaine.
Thank you.